Je trouve qu'on a beaucoup de chance d'être à l'INSERM parce qu'on évoque des sujets qui couvrent l'ensemble de l'humain dans sa diversité, en espérant que chacun écoute les uns et les autres. Donc je vais essayer de parler de la place des sciences sociales et des sciences de l'homme et de la société face à l'éthique biomédicale, parce que finalement cette éthique, elle est plutôt biomédicale qu'autre chose. Alors, en matière de retour d'expérience, donc j'ai été membre de ce qui s'appelait le CQI au départ, avant que Christine Dosquet n'y arrive, et entre 2007 et 2011, où j'ai représenté donc les sciences de l'homme et de la société donc, dans le domaine de la santé publique, dans la mesure où je suis moi-même dans une équipe, dans une unité de l'INSERM, qui est une unité d'épidémiologie et de santé publique, avec une expérience de recherche personnelle sur des sujets dits sensibles, pour laquelle la Direction générale de la santé m'a financé depuis un certain nombre d'années, sur la sexualité des personnes handicapées, la prévention du VIH, la mise en œuvre de la circoncision masculine en Afrique du Sud, la pornographie et son usage pour la prévention du sida, les transsexuels et les transgenres qui intéressent aussi l'Académie de médecine, etc. Comme l'a rappelé ce matin Frédéric Lemarcy, j'ai été investigateur dans le premier essai vaccinal contre le sida en 91, et c'est là que, effectivement, je crois que, en tant que chercheur en sciences humaines, j'ai été sensibilisé aux questions éthiques, car nous devions recruter des volontaires sains pour tester un candidat vaccin au VIH. Ces volontaires sains allaient devenir séropositifs en dehors de l'absence du virus, ce que certains disaient des faux séropositifs, ce qui n'était pas vrai, c'était des vrais séropositifs sans la présence du vaccin, et donc il fallait convaincre toute une série de personnes d'accepter de se prêter à ce jeu, et les volontaires traditionnels qui étaient recrutés par les différentes agences, à savoir les bonnes sœurs dans un pensionnat. Non, mais je ne plaisante pas, c'est Jean-Paul Lévy, je veux dire, avait contacté le STIG pour avoir des bonnes sœurs. On avait contacté des infirmières, on avait contacté des membres d'une cohorte de la MGEN. Tout ce monde-là avait refusé de participer à des essais vaccinaux contre le VIH. Est-ce par peur d'être contaminé par le virus? Est-ce par absence de solidarité? Je veux dire, c'est une question alors, éthique politique qui se pose au plus haut niveau. Alors, dans ce contexte du CEI, donc j'étais amené à évaluer des dossiers dont certains relevaient de ma compétence et d'autres absolument pas. Et ce qui amène finalement à se poser la question de qu'est-ce que c'est que cette évaluation éthique. Alors, on n'est pas toujours compétent scientifiquement. Je ne suis pas un spécialiste de l'éthique, donc on est entre le bon sens commun, les choses qui peuvent se faire, celles qui ne peuvent pas se faire, les rapports de copinage ou d'absence de copinage, parce que ça fonctionne aussi dans ce type de comité. Alors on a quelques principes, le respect de soi et des autres, la liberté intellectuelle, la créativité scientifique, et un rapport à la vérité peut-être au-delà des soumissions au pouvoir en place. Alors, je vais rappeler une partie des choses qui ont déjà été dites, mais ce qui est intéressant en ce qui nous concerne, c'est la mission, le règlement intérieur du CEI de 2010, élaboré par Jean-Christophe Hébert. C'était du CQI à cette époque-là? D'accord. Bon, alors, moi, c'est celui avec lequel j'avais fonctionné, mais l'idée était que les recherches menées dans le champ des sciences humaines et sociales, impliquant des sujets humains, sont soumises aux mêmes contraintes, mais ça c'est toujours valable, j'imagine, que les recherches biomédicales. Donc la question, effectivement, c'est de savoir si ces contraintes, finalement, est-ce qu'elles peuvent être identiques pour toutes les disciplines, c'est-à-dire ce qui amène à considérer qu'il y a une hégémonie des sciences biomédicales qui s'impose aux sciences de l'homme et de la société, donc une question, disons, d'autonomie dans la décision scientifique, et la question de savoir, finalement, si ces réglementations éthiques vont faciliter ces travaux, donc permettre de les clarifier, parce que depuis cette époque-là, j'oblige tous mes étudiants à déposer leurs projets dans le cadre pour avoir un avis du CQI, ce qui oblige finalement à clarifier
les idées, la méthodologie, les objectifs, de rendre les choses claires à des gens qui n'en sont pas, qui ne sont pas des spécialistes des sujets que l'on va traiter. Et il y a une autre question qui se pose, finalement, auquel j'ai été confronté dans ma participation à ce comité, c'est la question, finalement, est-ce que les sciences de l'homme et de la société sont-elles légitimes pour approcher des patients? Et on avait discuté d'un projet dont je ne rappellerai pas le thème ni le nom de l'auteur, qui était de savoir si un sociologue peut rencontrer des patients atteints de maladies très graves pour recueillir de l'information dans le cadre du soin, finalement. Alors, est-ce qu'il y a une légitimité à faire ça? Et donc, on a eu des débats extrêmement longs pour, finalement, donner un avis positif à cette possibilité qui était d'avoir accès à des patients atteints de pathologies extrêmement graves. Donc, est-ce que, finalement, est-ce qu'il est normal que des sociologues ou des anthropologues ou même des psychologues qui ne soient pas des psychologues cliniciens puissent approcher des patients pour recueillir de l'information? Alors, comme on l'a plus ou moins dit ce matin, il est illusoire de croire qu'un travail observationnel qui consiste finalement dans le recueil d'un témoignage d'une personne, d'une confession, hein, comme dirait, d'un aveu, comme dirait Michel Foucault, est-ce que finalement, cette chose-là, ça n'a aucun impact sur les personnes, ou au contraire, est-ce qu'on doit penser, comme le dit l'anthropologue américain Gil Hertz, qu'il s'agit d'une forme d'anthropologie clinique, hein, ou de sociologie clinique, ou d'anthropologie clinique? C'est-à-dire, est-ce que finalement, prélever de l'information en dehors du but de soigner les personnes, est-ce qu'on est persuadé que ça n'a aucun effet positif ou négatif, finalement? Une des premières fois où je me suis posé la question de soumettre un projet au comité d'éthique, c'était dans une collaboration avec des urologues dans un hôpital, et je souhaitais donc une enquête sur le retentissement psychologique, disons, d'une situation clinique, et j'avais demandé donc à ce qu'on passe devant un CCPRB à l'époque, et l'investigateur principal urologue m'avait dit « tu vas pas piquer les gens, donc c'est pas nécessaire ». Ce qui à la fois, alors bon, j'ai regretté à cette époque-là de m'être rangé à son avis, parce que ça veut dire finalement que la psychologie, ça sert à rien. Qu'on en fasse ou qu'on n'en fasse pas, c'est la même chose. Alors, ou bien on n'a pas le droit d'approcher des malades, parce que, pour des raisons différentes, ou bien on a le droit de les approcher, mais à ce moment-là, il y a aussi des risques d'une autre nature d'approcher ces personnes, et il est important d'évaluer ces risques. Alors, donc il y a toute une série de questions donc, qui se posent, et ma réflexion, disons, a été fondée en partie, disons, sur un numéro spécial d'une revue qui s'appelle ethnographique.org de 2008, qui posait la question de la place de l'éthique en anthropologie de la santé, et des contacts avec des chercheurs brésiliens, dont le professeur Luis Fernando Dias Duarte du Musée national de l'Université de l'État, de l'Université fédérale de Rio au Brésil, qui a fait des propositions, justement, pour proposer des formes de réglementation éthique adaptées aux sciences sociales. Donc, la recherche qui nous a été présentée, là, donc, qui est une recherche communautaire, donc, c'est une recherche de type interventionnel, donc c'est l'idée, enfin c'est une recherche appliquée, et c'est l'idée qu'avec l'aide des sciences sociales, on va approcher de façon plus efficace des populations qu'on appelle en anglais hard to reach, difficiles à approcher, mais tout en étant porteurs, finalement, des valeurs de la santé, finalement, des valeurs de la santé et de la biomédecine. Et c'est un peu ce dont parlait ce matin Frédéric Lemarcy, c'est-à-dire de se voir attribuer, finalement, une mission par les investigateurs principaux biomédicaux pour faire en sorte que le projet, disons, de prévention biomédicalisée puisse fonctionner. Il y a l'idée aussi, si vous voulez, que selon laquelle la santé, finalement, le principe de la santé
est quelque chose qui permettrait de transcender les valeurs, les comportements licites ou illicites, et qu'au nom de la santé et du bien-être, à la limite, on pourrait faire n'importe quoi, d'une certaine façon. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important, parce que à un niveau que je dirais philosophique, la question de la santé se trouve en concurrence avec celle de la liberté. Est-ce qu'il faut être en bonne santé pour être libre, ou est-ce qu'on peut considérer qu'on peut sacrifier quelques libertés pour être en bonne santé? Et je crois que la place des sciences sociales dans ce type de réflexion se situe dans cet interstice. Et donc, on va se demander, donc, qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on va savoir de la vie même des personnes et des problématiques de ces personnes. À une époque, j'ai voulu être anthropologue et je me baladais en Amazonie, et en discutant avec un Indien Tucano de cette région, il nous parle de son père qui était atteint d'une maladie cardiaque très très grave et pour laquelle il avait besoin d'une opération chirurgicale. Et le débat qui se posait pour ce Tucano, c'était, dans sa culture, si on ouvre son corps, il est mort. Il est considéré, il est symboliquement mort. Donc la question pour cet homme était de savoir s'il valait mieux être mort mais vivant, ou être vivant mais mort, si vous voulez. Et bon, ça pose, si vous voulez, avec plus d'acuité ce type de question, mais c'est effectivement la question qui peut se poser avec des usagers de drogue par voie intraveineuse illicite, finalement. Pourquoi, après tout, de quelle façon est-ce qu'on a le droit d'interférer, finalement, sur leur vie? Est-ce qu'on considère qu'ils sont aliénés à leur conduite ou aux produits qu'ils injectent, ou qu'au contraire, la liberté va jusqu'à faire ce qu'ils font avec les conséquences que l'on sait de l'usage de ce type de drogue qui sont extrêmement délétères. Et ensuite, donc, il y a la question, est-ce qu'on peut transformer finalement ces modes de vie? C'est-à-dire, c'est compliqué parce qu'à la fois on les respecte, vu qu'on ne va pas les empêcher de pratiquer l'injection de ces drogues, mais on va faciliter et sanitariser ou moraliser la prise de drogue. Alors, le chercheur va se situer finalement dans des enjeux extrêmement compliqués, avec la question, alors déjà la recherche communautaire, c'est-à-dire en partenariat avec les acteurs de terrain et avec des acteurs compliqués, je dirais, et quelque chose qui n'est pas facile. On le voit quand on veut faire, nous, en tant que chercheurs en sciences sociales, déjà des partenariats avec des médecins, par exemple, c'est pas si facile que ça. Il y a la question du fait que les représentants de ces communautés ne sont pas toujours les vrais porte-parole des personnes réelles, finalement, de terrain. Je le vois dans mon travail avec les associations de transsexuels. Ils ne représentent pas toujours les intérêts des personnes dans leur singularité. Quels sont ces objectifs d'intervention et qui va évaluer les résultats de ces recherches? Finalement, est-ce qu'il vaut mieux que les communautés en question et les individus soient satisfaits de ce qui s'est passé, même si les résultats au plan scientifique ne sont pas aussi intéressants qu'ils pourraient être? Les difficultés, c'est finalement qu'on va légitimer des interventions au nom de la santé et de la lutte contre la vulnérabilité dans des domaines où les comportements sont interdits, donc par la loi, donc d'une certaine façon jusqu'à quel point on est complice, et qu'accéder à ces populations n'est pas aussi simple finalement que d'avoir accès à des populations captives de patients. J'étais relativement admiratif quand je voyais que vous aviez fixé finalement le nombre de personnes, de sujets que vous alliez recruter sur chaque site. Quand on a commencé notre travail sur les transsexuels, on n'avait aucune idée du nombre de personnes qu'on allait pouvoir recruter dans notre protocole, si vous voulez. Donc, et ça rend difficile l'obtention d'un financement auprès des organismes qui nous financent et la validation auprès d'un comité d'éthique. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer et comment est-ce qu'on gère cette manœuvre. Il me reste combien de temps? Donc,
Alors, il y a la question aussi donc, de l'anonymat des personnes au regard des dispositifs médicaux, sociaux, policiers, religieux, etc. Donc, on a toutes ces difficultés. Alors, moi, j'ai travaillé sur des terrains, finalement, un peu compliqués, sur la prostitution, et les mêmes questions se posent sur la pornographie et sur les espaces de consommation sexuelle en public et en groupe. Et il y a finalement, l'histoire des sciences sociales appliquées à ce type de situation nous montre que cette histoire n'est faite que de violations. C'est-à-dire aucun des projets donc, qui sont rapidement décrits ici n'obtiendrait finalement l'avis d'un comité d'éthique. Un psychanalyste me disait il y a quelques années que si Freud se présentait devant une société psychanalytique pour devenir psychanalyste, il ne serait jamais recruté comme psychanalyste. Si vous voulez. Avec tout ce qu'on sait en plus maintenant, hein, grâce à Michel Onfray, hein, sur ce que Freud faisait avec ses patients, il ne serait jamais reconnu par la Société psychanalytique de Paris. Si vous voulez. Alors, Georges Devreux, par exemple, considérait qu'il ne pouvait pas assister à des rituels de mutilation parce que c'était considéré que c'était des choses barbares. Par contre, Robert Jolin, un anthropologue important qui avait travaillé dans une population africaine au Tchad, qui avait participé à un rituel d'initiation où il devait être tout nu, avait exigé de garder son chapeau et ses lunettes de soleil, et il figure en photo. Donc alors, jusqu'à quel point, si vous voulez, on va épouser les normes des gens avec lesquels on travaille. Il y a un autre travail qui pose beaucoup plus de problèmes, c'est celui de Humphrey Tirumtrade sur l'homosexualité. Dans les années 60, aux États-Unis, l'homosexualité était un délit pénal, et donc il s'est baladé dans un endroit, sur un parking, où il y avait des rencontres entre hommes pendant la nuit, il les a observés, etc. Il a noté leurs plaques minéralogiques, il a retrouvé leur nom et adresse, et il s'est pointé chez eux en faisant croire qu'il faisait une enquête sur la consommation familiale ou n'importe quoi. Donc il savait exactement que ces hommes avaient des pratiques homosexuelles illicites qui pouvaient les emmener en prison, et il a donné un faux prétexte pour lequel il a obtenu un consentement pour pouvoir apparier les observations sans consentement et les données reçues avec consentement. Et c'est un des grands classiques de la littérature sociologique sur l'homosexualité. Le travail de Rommel Mendes-Leite, qui est mort il y a quelques jours, sur les backrooms gays, il avait appelé ça la participation observante, c'est-à-dire qu'il ne se pointe pas dans un club avec une casquette de chercheur, il est un client parmi d'autres, il observe, il prend éventuellement des notes aux toilettes et il publie son bouquin. Donc, et il observe. Par contre, le travail de Diane Binson à San Francisco a été différent, ça a été d'installer littéralement des centres de tests dans ces clubs. Le dernier point qui est le plus compliqué, c'est le travail de Kinsey, Alfred Kinsey, l'inventeur des enquêtes nationales sur les comportements sexuels. Dans son premier rapport sur le comportement sexuel de l'homme, il y a 2 tableaux sur la fréquence de l'orgasme chez les enfants de moins de 6 ans. Donc, comment a-t-il pu obtenir ces informations? Et on a su, longtemps après, en fouillant dans ses archives, qu'il avait rencontré un pédophile, qui était un Kinsey amateur, qui tenait des statistiques sur les enfants avec lesquels il avait des relations sexuelles, et que donc Kinsey avait acheté, sous le couvert de l'anonymat, ces données, et les avait incluses dans son rapport. Alors, déjà, sur le plan méthodologique, ça pose un certain nombre de problèmes, parce que c'est des données de 2e ou 3e main, etc. Mais dans l'Amérique de Reagan, on a dit, pourquoi Kinsey a-t-il protégé ce criminel? Et John Bancroft, qui était le directeur du Kinsey Institute à cette époque-là, qui était loin d'être un libertin, a considéré que quand on garantit l'anonymat à une personne, on n'a pas le droit de revenir sur cette promesse qu'on a faite, sauf qu'actuellement en France, si on est en contact avec un pédophile, on est obligé de le signaler, parce que si on ne le signale pas, on est coupable d'un délit. Et il y a quelques années, un psychiatre avait été mis en prison parce qu'il considérait qu'il ne pouvait pas tout de suite signaler dans son institution que quelqu'un avait eu des rapports sexuels avec des enfants et qu'il préférait gérer d'abord la situation au plan clinique avant d'appeler la gendarmerie. Donc on voit bien par rapport au comportement délictueux, il y a des choses
qu'on va tolérer ensemble, et il y a des choses qu'aucun d'entre nous ne tolérerait. Donc jusqu'à quel point y a-t-il un consensus sur ces questions, et jusqu'à quel point on va considérer que la santé, finalement, permet d'aller travailler sur tout et n'importe quoi. Récemment, donc le dernier scandale en cours, c'est le livre de Alice Goffman qui s'appelle On the Run, qui n'est pas traduit en français, qui est une anthropologue, qui est la fille d'un grand sociologue américain des années 60, qui a passé plusieurs années dans une communauté de jeunes hommes noirs à Philadelphie, qui a vécu avec eux, qui a partagé un appartement avec eux, qui a été en voiture avec eux, lorsqu'un des trafiquants de drogue était armé pour aller se venger d'un des trafiquants de drogue qui l'avait arnaqué, etc. Donc qui a participé vraiment à la vie de tout le monde, qui a sorti un livre qui est désormais considéré comme un classique controversé, et qui, au moment de publier son livre, a détruit tous les journaux, tous les documents qu'elle avait amassés pendant la durée de son travail. Ce qui veut dire, pour protéger, pour ne pas avoir à ce que le FBI, finalement, vienne chez elle, lui confisque ses archives et puisse aller arrêter les personnes. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui se joue entre l'éthique et la validité scientifique. Pour respecter son éthique, elle sacrifie finalement la validité scientifique, et on sait désormais que pour publier dans certaines revues, il faut pouvoir garder du matériel biologique ou même des fichiers statistiques pour que les enquêtes puissent être refaites par d'autres pour vérifier finalement qu'il n'y a pas eu de fraude ou de mauvaise conduite. Là, on détruit finalement, on ne sait même pas si finalement, après tout, elle a peut-être inventé tout ce qu'elle raconte, vu qu'on n'a plus aucune preuve de ce qu'elle a fait. Alors, l'équipe, disons, des anthropologues brésiliens donc a fait, donc les représentants de l'Association brésilienne d'anthropologie et de la Société brésilienne de sociologie, donc a fait donc une motion qui a été envoyée à la CONEP, c'est la Commission nationale d'évaluation de la recherche, et au Conseil national de la santé, qui dépendent tous les deux du ministère de la Santé. Alors, on est soumis à ces histoires, et les gens de la NRS qui interviennent au Brésil le savent bien, on est soumis aux lenteurs administratives des avis de la CONEP qui prennent plusieurs mois à arriver et qui bloquent les processus de recherche. Mais surtout, c'est l'idée selon laquelle après, on affirme que l'éthique biomédicale n'est pas adaptée aux travaux des sciences sociales, mais ce qui ne veut pas dire pour autant que les sciences sociales vont travailler sans règles, mais qu'elles proposent d'élaborer des règles spécifiques, et notamment d'être soucieux des implications et des conséquences des pratiques de recherche sur les sujets sans pratique intrusive, en respectant les épistémologies et les méthodologies, et en ayant conscience des risques qui ne sont pas des risques médicaux qui sont liés à la pratique de la recherche. Et l'idée qui a été un peu déjà développée ce matin, selon laquelle il faut travailler de façon flexible et surtout dans la négociation permanente. Finalement, le consentement ne peut pas être obtenu une fois pour toutes dans un document qui est signé en début, il est renégocié finalement à toutes les étapes du travail, et il garantit la poursuite de ce travail. Et il y a l'idée aussi qui est très importante, qui a été aussi évoquée ce matin, que ces avis éthiques doivent avoir une fonction éducative plutôt que répressive. Alors, finalement, dans tout ce que je viens de dire, j'ai essayé de systématiser les choses. Les sciences sociales peuvent avoir 4 postures différentes dans les rapports avec la biomédecine et donc dans l'évaluation éthique. Premièrement, on peut être partenaire des projets et des problématiques médicales, c'est-à-dire qu'on va faire des choses que les médecins ne peuvent pas faire. Et là, on accepte, et je l'ai fait sur l'histoire des vaccins. En 91, il me semblait important, dans une situation d'urgence, de travailler au développement de la science, de la médecine, etc. Donc on accepte de travailler sous l'hégémonie du monde biomédical, et on contribue avec nos spécialités et nos particularités à des problématiques qui ne sont pas les nôtres, mais en amenant les méthodes, finalement, qui sont les nôtres. Donc ça, c'est une façon de travailler. Une autre façon,
c'est de travailler finalement, de faire tout à fait autre chose, c'est de garder l'autonomie de nos problématiques et de nos méthodologies et de pouvoir donc les valider, y compris au plan éthique, dans leur logique même et non pas dans la logique biomédicale. Et la troisième partie, qui est un peu plus compliquée, c'est de prendre pour objet les approches biomédicales elles-mêmes et de prendre pour objet les comités d'éthique eux-mêmes, qui est finalement une activité sociale située localement et historiquement, et qui mérite qu'on s'y interroge, c'est-à-dire pourquoi maintenant il y a ce type d'exigence réglementaire, on pourrait dire, et pourquoi c'est si différent au Canada, au Brésil, en France et aux États-Unis. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.